Très bien, donc allons-y. Eh bien, moi j'ai fait, donc je vais vous parler de mes études tout d'abord. J'ai fait donc un parcours 100% universitaire et en juin, j'ai fait toutes mes études supérieures à l'université d'Angers. Donc un bac de sciences de la matière, ce que vous appelez désormais le 1 et le 2. Là. Ensuite, j'ai fait licence et maîtrise de physique et application. Et puis, à l'époque, ça s'appelait DESS IOSI et je l'ai obtenu en 2002. Alors, mon parcours professionnel, il débute en 2002. Alors, il débute à l'Institut géographique national, en région parisienne, à Saint-Mandé, juste à côté de Paris, entre Paris et Vincennes. J'y ai fait mon stage de DESS et ensuite j'ai enchaîné avec un CDD de 3 mois. Ils m'ont gardé un petit peu là-bas. Donc c'est l'institut qui est chargé de faire de cartographier le territoire français. Alors là-bas, moi je faisais pas de la cartographie, mais je faisais du traitement de données GPS appliqué à la météorologie. À partir des données de GPS, on peut remonter à certains paramètres géophysiques, notamment le contenu en vapeur d'eau. Donc il y avait toute une branche de recherche à l'IGN, des gens qui s'intéressaient à ce style de traitement. Donc j'ai fait mon stage de SS là-bas et ensuite quelques mois de CDD. Très rapidement après, j'ai intégré l'Institut Pierre-Simon Laplace. L'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est un institut qui regroupe en fait 5 laboratoires du CNRS. C'est vraiment spécialisé dans la météorologie, le climat. C'est 5 labos qui se concentrent sur des domaines différents sur le climat et sur la météo. Et j'ai fait 40 mois de CDD à Palaiseau. Et c'était des CDD qui étaient financés par le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et après, je vais vous parler en détail un petit peu plus je vais vous montrer quelques exemples de ce que je faisais à cette période. En 2007, super nouvelle pour moi, j'ai été recruté au CNRS sur mon poste. Il y a un concours qui s'était ouvert parce que bon, comme ça fait quand même 40 mois que j'étais en CDD, qui se sont dit que quand même ça serait une bonne idée peut-être d'ouvrir un poste, parce qu'il y avait visiblement un besoin sur ce que je faisais. Donc un poste pour le CNRS, ça veut dire ouverture de concours. Donc il y avait des gens qui postulaient, dont moi, et j'ai été recruté. Forcément, j'avais un petit avantage par rapport aux autres, c'est que le job, je le faisais déjà depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'était toujours à Palaiseau. Donc là, j'ai été recruté par le CNRS sur ce poste. 2012, donc au bout de 10 ans, 10 ans de carrière, j'ai eu envie de changement. Je me trouvais bien là-bas, mais bon, voilà, région parisienne, j'avais un petit peu envie de m'en écarter, même si j'y avais été bien pendant 10 ans, j'ai eu envie de revenir. Et donc j'ai pu revenir ici à l'Université d'Angers, au laboratoire Moltec Anjou, par une mutation interne CNRS. Et j'y suis depuis. Depuis lors, quasiment pas de changement dans ma carrière, si ce n'est il y a un an, un gros changement, puisque je suis devenu, alors que je faisais depuis lors exclusivement du calcul scientifique, donc du traitement du signal, du traitement d'image. Et là, depuis un an, je suis devenu également responsable informatique du laboratoire, ce qui est devenu quasiment l'essentiel de mon activité. Alors, si on divise mon parcours en parties, voilà, les 10 premières années, je les ai passées dans des labos de météo. Donc, je faisais du développement appliqué à la météorologie. Et depuis 10 ans, je suis dans un labo qui fait de la chimie et de la physique. Donc, je fais également des développements. Donc, c'était un gros changement de thématique. Mais finalement, le travail peut se comparer. Je vais vous montrer des exemples. En termes de contrat de travail, voilà, j'ai eu 5 ans où c'était des CDD, donc un peu galère, mais finalement pas tant que ça, parce que j'avais
Et les 40 mois de CDD avec l'OTMES, c'était quand même des choses qui étaient presque assurées de renouvellement. C'était des périodes où je ne voyais pas à très long terme, mais finalement, c'était pas vraiment. J'avais pas extrêmement peur pour mon emploi. Mais j'étais quand même bien rassuré en 2007 d'être recruté. D'être recruté au CNRS, ce qui m'assurait quand même une vision à plus long terme. Et ensuite, voilà, en termes de région, voilà, donc 10 ans en région parisienne, et là ça fait 10 ans que je suis rentré sur Angers. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai fait pendant ces 20 années. Donc les premières années à l'IPSL, je travaillais au CIRPA. Donc c'est un site d'observation météo en continu. Il est situé sur le site de l'école polytechnique à Palaiseau, dans le 91, donc au sud de Paris. Et mes activités, c'était du traitement de données météo en soutien à la recherche et mise à disposition de visualisation de ces observations. Donc, on ne voit pas très bien sur ces photos, mais voilà, ça c'est un endroit, le CIRTA, le site d'observation, où il y a énormément d'instruments de mesure. Ça de mémoire, c'était un radar. La SOMA était équipée de plein de capteurs à différentes altitudes. Dans les containers, là, il y a d'autres instruments de mesure, des capteurs dans le sol également. Donc c'était un site d'observation à la fois de l'atmosphère au-dessus du CIRTA et également en profondeur un petit peu. Donc plein d'instruments de mesure de télédétection, des instruments qui tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc un site dédié à la validation de modèles météo. Les modèles météo qui permettent de faire des prévisions, à la fois à court terme, mais aussi des données, voir comment le climat évolue. Eh bien, ils ont besoin d'être validés pour savoir s'ils restent dans vrai, ou si on leur donne également des données qui se réajustent. Et bien, c'est ce type d'observatoire qui est utilisé, les données de ces observatoires. J'ai beaucoup travaillé sur un instrument qui s'appelle le LIDAR. Donc c'est un moyen de documenter par télédétection la colonne atmosphérique à haute fréquence temporelle pour estimer les altitudes et l'épaisseur des couches de nuages et d'aérosols. Donc là, on en voit un dans un conteneur. Celui-là, je ne sais pas trop identifié, peut-être bien réduit mon donc il y a un laser qui part dans l'atmosphère. Donc si on représente sur un schéma ici, on a un laser qui part en altitude. Quand il rencontre des particules, il y a une partie des photons qui est rétrodiffusée et qui est réceptionnée dans un télescope. Et après ce télescope, il y a toute une chaîne de traitement de données. Donc on peut retrouver ce style de données, de profil, en fonction de l'altitude. On a une puissance rétrodiffusée qui va nous donner une indication sur ce qui se passait au-dessus du site d'observation. Par exemple, ici, lors de l'éruption de l'Eyjafjall en 2010, c'était un volcan islandais qui avait vraiment bloqué le trafic aérien pendant pas mal de jours. Et les cendres s'étaient répandues dans l'atmosphère partout dans le monde. Et nous, par exemple, à Palaiseau, là, on avait pu observer, alors ça c'est un profil, donc c'est un instant T, et si on regarde tout au long de la journée, si on accumule les profils les uns à côté des autres, on peut faire ce genre d'image. Donc là, en abscisse, c'est le temps qui passe, en ordonnée, c'est l'altitude. Donc on voit ce qui s'est passé au-dessus du site d'observation tout au long de la journée, et là, en l'occurrence, pendant 4 jours. Donc ce panneau, c'est cette couleur rouge-orange, là, vous voyez, c'est les cendres volcaniques de l'Eyjafjall qui passaient au-dessus de la région parisienne. Donc on voit qu'au début, peu après l'éruption, c'est peut-être 5-6 jours après l'éruption, le panache de cendres arrive au-dessus du site d'observation et petit à petit redescend
se mélanger petit à petit à la couche limite, donc l'atmosphère correspondante. Donc on voit ce fromage de public qui descend petit à petit et qui finalement retombe au sol. Donc voilà le style de mesure qu'on pouvait faire avec l'instrument LIDAR. Donc moi j'étais en charge du traitement de ces données, donc de produire ce genre de visualisation. Et également, on m'avait demandé, la plupart des développements que je fais, ça se passe comme ça, un chercheur vient me voir, me demande si lui il a des données, en l'occurrence c'est un LIDAR, et il aimerait en faire autre chose, trouver un autre paramètre physique, et il me demande de développer un logiciel qui, par traitement de données, va lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. Donc là, en l'occurrence, on a des données LIDAR, donc là c'est une journée de données, de 0 à 24 heures, en altitude de 0 à 14 km, et là on voit des nuages. Alors, moi je sais que c'est des nuages, donc là c'est des nuages de glace, des cirrus qui sont créés, et là qui retombent petit à petit pour avoir des nuages plus denses, plus sphériques. Et donc là le chercheur lui voulait que je mette en place un algorithme qui permette de traiter automatiquement ces données et de restituer par exemple la hauteur des nuages. On va dire est-ce que ce jour-là il y avait des nuages ou pas. Donc j'ai développé l'algorithme Abstract. Ça c'est un développement que j'avais fait en MATLAB. Et donc par différents modules, je cherchais à déterminer l'altitude des nuages ou la hauteur de la couche timide. Donc la couche timide, c'est la couche la plus basse de l'atmosphère. C'est un paramètre très important pour la recherche sur les polluants, la concentration en polluants. Il faut savoir quelle est la hauteur de la couche de nuages. Donc j'ai développé ce style d'algorithme. Par exemple, ici, pour la hauteur de la couche de mélange sur un signal, j'ai utilisé des méthodes de traitement d'image que j'avais vues lors de l'ESS ou de l'histoire. Donc là, c'était une détection, j'avais utilisé une méthode de Canny pour détecter les voix. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais petit à petit, par étapes, avec l'algorithme, un programme informatique, on arrive à des hauteurs de couche timide qui peuvent être intéressantes pour des chercheurs, notamment quand on a beaucoup de données, il faut bien essayer d'avoir des algorithmes automatiques. On ne va pas tous les jours regarder à la main chaque profil les uns après les autres, parce que la quantité de données est trop importante. Il faut des choses automatiques pour pouvoir ensuite comparer avec des modèles existants. Par exemple, un autre exemple de ce que j'ai fait là-bas, c'est des LOSIS, un logiciel qui permettait de créer des images. Donc ça, le fichier que vous voyez ici, c'est typiquement ce qu'on sortait de chaque instrument. Chaque instrument sortait des données, donc on voit que chaque ligne correspond à une mesure. Donc là, visiblement, c'était des mesures toutes les 5 minutes. C'était des données d'un naïtalomètre, je sais pas ce que c'est, mais et donc, de ce fichier, moi je produisais celui-ci avec l'algorithme, donc c'était une image, donc ça peut paraître tout bête, mais il faut avoir des visualisations rapides, parce que aussi quand on voit ce fichier, on ne peut pas en tirer grand-chose, il faut des choses automatiques qui permettent de voir ce qui se passe en temps réel. Le logiciel permettait de faire tout un tas d'images. Là, c'était des données d'un c'était des données 2D en fonction de l'altitude et de l'air. Là, c'était les données du mât météo. Donc, on avait une prise de température à différentes altitudes, donc 1 mètre, 2 mètres, jusqu'à 30 mètres. Et puis des données d'humidité relative. Un autre exemple, donc là, c'était un instrument qui s'appelait un Total Sky Imager. C'est un miroir. Ça, c'est un miroir en demi-sphère. Une caméra qui regarde ce miroir, enfin qui filme ce miroir. Donc ça donne ce style de données, une image. Donc par temps clair, on a quelque chose comme ça. Par temps nuage, on a ça.
Et là, l'application que j'ai développée, c'était pour regarder les contrails, donc les nuages, les traînées d'avion. Et le chercheur voulait que je détecte sur toutes les images qui étaient prises au cours de la journée, que je lui détecte les images où il y avait une présence de contrails. Là, j'étais parti sur une méthode par transformer de bout. Donc c'était des choses que j'avais pas forcément vues en ESS, mais disons que ma formation m'avait amené à savoir un petit peu chercher où, vers quoi chercher. Donc juste rapidement, l'algo, donc on a l'image en haut à gauche, c'était la sortie de l'île route. Donc après, je faisais tout un tas de projections pour supprimer les fisheye, ensuite une détection des bords. Je calculais une transformée, cette transformée, elle donnait une idée de l'orientation où il y avait le plus de présence de contours. Donc si on sortait les maxima locaux, on pourrait déterminer des endroits forts où il y avait probablement un complexe. Donc c'était qui permis aux chercheurs de détecter rapidement les images, puisque on avait une image qui est disponible. Donc je ne vais pas tout regarder, surtout si on a un nom donné. Donc ça permettait d'extraire rapidement des données intéressantes. Donc voilà, après 2012, retour à Angers par mutation un peu. Là, c'était un gros changement de vie. J'étais vraiment content de revenir sur Angers, d'avoir passé 10 ans à Paris, c'était super aussi. Mais voilà, j'avais besoin de m'approcher de la famille, en France. Donc gros changement, comme dit Pierre, un petit peu un saut dans le vide, mais parce que je savais ce que je quittais, que j'aimais beaucoup, mes collègues comme travail, mais je ne savais pas vers quoi j'arrivais. Un changement que j'aimais rencontrer. C'était chouette. C'était une bonne idée de faire ça. Donc là, je suis arrivé dans Ramoltech en jeu, donc un labo de chimie, donc gros changement de thématique, même si je ne connaissais pas vraiment la météo, ça faisait 10 ans que j'en entendais parler, et puis donc je commençais à avoir quelques compétences quand même. Je savais reconnaître les nuages, savoir un petit peu pourquoi je faisais les choses en fait. Parce que ce qui est important quand même dans le développement, c'est aussi de savoir quand un chercheur vient nous voir, pourquoi il le veut. Et quand on sait pourquoi il le veut, je trouve qu'on est plus motivé, on a plus envie d'arriver au bout. Donc là, nouvelle thématique, chimie, je n'étais pas franchement mystère de la chimie pendant mes études. Donc tout était nouveau, mais c'est intéressant aussi de repartir sur des choses nouvelles, ça remotive, ça relance. Là, c'est un exemple de développement que j'ai fait ici. C'est le logiciel AppSeq. C'est un outil qui permet de visualiser les molécules et les résultats de calcul de chimie théorique. Donc, la chimie théorique, en fait, c'est un domaine de la chimie qui permet de dire, voilà, quand on a telle molécule, si on lui balance des photons sur la tête, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce qui se fait, où vont les électrons. Donc ça, c'est un logiciel que j'ai développé en Python et qui permet de faire ce genre de visualisation. Donc, là, par exemple, c'est une visualisation du transfert de charge. Donc, quand on éclaire une molécule, de manière très simple, quand on éclaire une molécule, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai représenté en volume quadrillé l'endroit d'où partent sans doute les électrons quand on l'éclaire, et en volume plein l'endroit où vont sans doute les électrons quand on éclaire dans cette molécule. Donc de mémoire, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ça. Je crois que c'était pas ça. Johan, je me Ouais. permets quand en fait, il y a un bruit de fond que j'avais pas forcément noté, et par moment, on perd un peu le message si tu baisses un peu le volume de ta voix. Voilà.
D'accord. Donc j'essaye de maintenir une voix un peu plus haute. Ok. Donc ça c'est Percy. Ce logiciel permet également de calculer les cavités à l'intérieur d'une molécule. Donc là que j'ai représenté en gris. Ici il y a pas mal de chercheurs qui sont intéressés par l'encapsulation dans les molécules. Donc ils créent des molécules en fait. Et ils cherchent à savoir quel espace est disponible à l'intérieur des molécules. Pourquoi pas encapsuler une autre molécule. Et donc ce logiciel permet de calculer ce type de paramètres. Un autre exemple de logiciel, donc là c'est le logiciel SMFM. C'est un logiciel qui arrive en soutien à la recherche sur les cellules solaires. Les cellules solaires sont fabriquées ici, en fait, et on a besoin de certaines mesures. Et pour comparer ces résultats à ceux obtenus dans notre labo, il faut que ces résultats soient calibrés. Donc, il y a un paramètre qui n'est pas forcément très évident à calculer. Là, ça ne peut pas grand-chose, mais ce résultat, ce M facteur, est important et il est tiré du calcul issu de 4 courbes différentes. Donc ce logiciel, on va chercher les données issues du capteur solaire, on a des références et quand on vient charger les quatre courbes, et bien on peut arriver à ce paramètre. Voilà, ça c'est un développement que je vais faire. DataFit également, ça c'est un logiciel qui est très utilisé dans nos labos, qui permet de faire de l'ajustement de modèles mathématiques sur les données. Donc on a tout un tas de données qui s'apprécient aussi de plein d'instruments de mesure, capteurs. Et donc on a les données, les chercheurs savent souvent qu'avec ces données, on peut obtenir tel paramètre. Et pour ça, il faut faire passer des modèles dans ces données. Et donc, ce logiciel permet de charger les données. On choisit ensuite un modèle avec des chimiques. On a un logiciel et d'obtenir des paramètres qui peuvent être intéressants à la recherche en chimie ici au laboratoire. Donc ça aussi, c'est un beau développement. Ça, c'est un développement fait en MATLAB. Un autre logiciel, l'interface ressemble un peu, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est du SECPLOT, il s'appelle, et c'est un logiciel de traitement de données 3D de spectroélectrochimie. Là, on a la longueur d'onde, on a le temps qui passe ici, et l'absorbance en Z. Et donc ça, c'est un logiciel qui permet de lisser ces données, de faire des dérivés, de sortir tout un tas de paramètres. Ça, c'est traitement d'image. Voilà. Et puis, mi-2021, nouveau changement dans ma carrière, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais un collègue qui est parti à la retraite. Il était responsable informatique de laboratoire. Donc on m'a proposé, le directeur de l'unité m'a proposé de prendre ses fonctions. Alors j'y ai réfléchi longuement parce que du coup là c'était vraiment un gros changement dans ma carrière. Et j'ai accepté et j'en suis ravi parce que après 20 ans de développement, je n'ai pas fait le tour. Enfin, j'avais envie de changer. Donc là j'ai l'impression de changer complètement de métier, de repartir presque à zéro. C'est toujours de l'informatique, mais là, du coup, pas d'autre chose. Je continue encore mes activités de développement, mais j'en ai pas énormément de temps. Parce que je suis devenu donc, responsable informatique du laboratoire où je suis. Donc, désormais, je parle de serveurs, je parle de gestion de parc informatique, de sécurité informatique. J'essaye d'assurer les sauvegardes des chercheurs. Ça, c'est un point important. Il faut pérenniser toutes leurs données. Je fais beaucoup de support Windows, donc les gens viennent me voir, ils ont des problèmes sur Windows, je les aide. Je m'occupe du site web, je m'occupe des devis et des achats du laboratoire en informatique. Je m'occupe également en partie de réseau.
Donc, beaucoup moins de développement, mais par contre, les plus. Donc, c'est un nouvel élan dans ma carrière. Je suis vraiment content d'avoir fait ce changement. Et un des gros plus, c'est le plus d'interaction avec les autres membres du laboratoire par rapport au métier de développeur. C'est vrai que développeur, ça peut être parfois un petit peu, parfois un peu seul face à son écran. On est en contact avec la personne qui fait la demande du développement logiciel, mais c'est moins souvent. Et ça, c'est vrai que je me suis aperçu que c'est quelque chose qui me manquait. Et voilà, je suis content d'avoir fait changer. C'est une bonne chose et j'essaie de continuer aussi mes activités de développement. J'avoue avoir de moins en moins de temps. Voilà.